Bienvenue à tout le monde. Puis, c'est une belle journée, une belle soirée avec de la neige, des bouts et des bouts de pas de neige. Je vais donner la parole à Étienne. Je pense qu'il va nous faire un bon job encore à soir. D'habitude, il est tout le temps à la hauteur. Super. Fait OK. que sur ça, ben écoute, je vais me lancer. T'as peu, On on va va y fermer aller. nos micros, je pense. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, je vais faire la présentation au grand complet, puis ensuite, si vous avez des questions, on les prend à la toute fin. Donc, on va y aller comme ça. Donc, ben merci de m'accueillir ce soir là, pour vous faire une petite démonstration sur où est-ce qu'on en est au niveau des marchés présentement. Donc, présentation vraiment classique. On va regarder l'offre et la demande aux États-Unis. On va regarder un peu. On va regarder l'offre à l'international. Voyons. On va... Des petits problèmes techniques, on dirait que ça. Bon, voilà. On va regarder le marché international, puis ensuite, on va regarder le marché local. Donc, l'offre et la demande aux États-Unis. Donc, grosso modo, là, les stocks de fin au niveau du maïs, tabarouette, j'ai des problèmes avec mes animations. Donc là, on voit là, que les stocks au niveau là, de 2022-2023, c'est assez serré. On est plus confortable que les autres années, mais pas par grand-chose. Et au niveau du ratio stock sur la demande, c'est-à-dire, dans le fond, là, à quel point les stocks qui nous restent, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est consommé. On voit là, que les ratios des dernières années est assez faible. Donc ça vient vraiment soutenir les prix, les stocks qui sont serrés. Par contre, les éléments qui expliquent les stocks serrés, ben, c'est une production pour 2022 qui était décevante. Voilà, demande pour l'éthanol qui est incertaine, des exportations qui sont décevantes. On a des retards au niveau là, des expéditions, donc ce qui est sorti des États-Unis, c'est un retard de 37 par rapport à l'année dernière. Au niveau de ce qui est vendu, c'est des retards de 32 donc un certain écart qui a été comblé là, dans les dernières semaines par des achats chinois. Donc, et il y a une fenêtre d'opportunité là, qui s'ouvre pour les États-Unis jusqu'en juillet. Pourquoi juillet? Parce qu'à partir de juin-juillet, le maïs brésilien va être disponible sur les marchés internationaux et si tout va bien, il devrait avoir du maïs en masse sur les marchés internationaux, notamment pour la Chine. On va survoler rapidement le contrat à terme courant, c'est-à-dire le contrat là, qui est spot, comme on dit. Là. Donc là, on voit là, sur l'espace de 2 ans, pratiquement. Donc, 2022, on a eu une certaine remontée au niveau là, du prix du maïs qui était dû au fait qu'il y avait une sécheresse dans l'Ouest canadien et aux États-Unis qui venait tirer à la hausse le blé. Le maïs, lui, a suivi le blé. Par la suite, la guerre en Ukraine a éclaté. C'est venu soutenir fortement le contrat à terme du maïs. Par la suite, on voit une baisse qui est due au fait que on s'approche de la période de la récolte aux États-Unis et donc les acheteurs sont capables de ralentir leurs achats et donc d'attendre la nouvelle récolte et donc ça fait une pression à la baisse sur les prix. Par la suite, finalement, la récolte n'a pas été aussi bonne que prévu, une remontée au niveau du contrat à terme. Et finalement, on se retrouve pratiquement au même niveau là, que la période avant la guerre en Ukraine. Donc, ceci est le topo au niveau du prix du maïs à la bourse. Au niveau du soya, donc là, on voit le rapport au niveau là, des stocks. C'est 100 000 le constat est similaire que pour le maïs, c'est-à-dire que les 3 dernières années, c'était des stocks serrés. Par contre, c'est vraiment le mouvement d'amplitude qui est vraiment très différent. Là, le soya, c'est excessivement serré. Donc là, si vous vous rappelez, au niveau du ratio stock du maïs, on était en bas de 10 mais là, pour le soya, là, on est autour de 5 donc c'est excessivement serré. Qu'est-ce qui explique que les stocks sont serrés? Mais la production 2022 a été correcte. Donc, contrairement au maïs, n'était pas décevante, était juste correcte. Par contre, au niveau de la demande, ben, la trituration est record, notamment au fait qu'il y a des programmes pour la production de diesel renouvelable qui font en sorte que la demande est décroissante. Les exportations sont satisfaisantes, quoique c'est difficile à évaluer c'est quoi qui est satisfaisant. Hein. Les 2 dernières années, ça a été des années assez bonne au niveau là, des exportations de manière générale. Donc, cette année, on est moins bon que les 2 dernières années. Par contre, les 2 autres premières années sur la moyenne 5 ans, ben, c'était des années de guerre commerciale. Donc,
Des années normales là, dans le soya, on n'en a pas connu là, dans les 5 dernières années, là, pour être honnête. Donc, on est à un niveau tout à fait correct, là, somme toute. Au niveau du contrat à terme du mouvement, ben, on voit que même chose un peu que pour le maïs, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine, le mouvement était à la hausse. Ça, c'est dû au fait qu'on manquait de canola sur les marchés internationaux. Donc, étant donné que le marché du soya, du canola, c'est le domaine de l'huile, et l'huile, c'est des vases communicants. Donc, s'il manque d'huile de canola, ben, ça fait en sorte qu'il y a de la menthe de soya qui est tirée, et donc, il y a moins de soya disponible. Donc, c'est venu soutenir le prix du soya. Par contre, avec la guerre en Ukraine, on voit là, que le prix n'a pas pantoute fluctué, il a pas été soutenu là, par la guerre. Par la suite, même chose que pour le maïs, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la période de la récolte, le prix s'abaisse. C'est quelque chose qui est quand même cyclique là, au niveau des marchés. Et par la suite, récolte qui s'annonce plus décevante que prévu. Et donc, on a un recalibrage au niveau du prix du soya. Par la suite, on a une baisse qui est due au fait que il y a une bonne récolte là, au Brésil et donc il y a une plus grande disponibilité de fèves sur les marchés internationaux. Au niveau du blé, rapidement, on peut voir que les stocks sont en constante diminution, que le rapport des stocks sur la demande est en constante diminution. Par contre, on est très loin des rapports qu'on a vus au niveau du maïs et du soya. C'est maïs qui est en bas de 10 soya autour de 5 là, de mémoire, là, parce que vous êtes vos visages me cachent une partie de mon graphique. Donc, on est autour, là, on est au-dessus du 30 Donc, c'est pas tout à fait la même dynamique. Par contre, c'est des stocks qui sont historiquement assez faibles. Et ça, c'est dû au fait que la récolte 2022 a été médiocre. Donc, 2021, ça a été la sécheresse. Ben, 2022, c'était pratiquement la même chose, là, à peu près équivalent. La norme pour l'alimentation humaine demeure, il y a une petite faute de français, là, alimentation prend pas un S. Donc, la demande, elle est très bonne présentement sur le marché américain, mais quand même relativement stable là, quand on compare sur les autres postes qu'on dit de dépenses là, au niveau de l'offre et la demande. Et les exportations, ben, elles sont médiocres. De un, parce qu'il y a moins d'offres américaines, mais deuxièmement, parce que le blé russe, lui, est extrêmement compétitif sur le marché international. Donc, évolution du contrat à terme courant au niveau du blé. Donc, un prix qui était tout à fait acceptable il y a quelques années. Maintenant, durant la pandémie, un peu moins, là, mais grosso modo, on avait un prix qui était relativement bon. Ensuite, sécheresse dans l'Ouest canadien, c'est venu soutenir les prix du blé. Par la suite, là, c'est la guerre en Ukraine qui est vraiment venue mettre le feu aux poudres. On a eu une période de spéculation qui a fait en sorte que le prix est passé de 11 piastres à 14 dollars. Mais par la suite, là, le marché s'est calmé, redevenu autour du 11 dollars. Par la suite, même principe que pour les deux autres grains, c'est-à-dire que la période de la récolte fait une pression à la baisse au niveau des prix. Par la suite, là, on a une diminution tranquillement vers la baisse parce que la récolte était record au Brésil et on a une excellente récolte de blé australien. En fait, c'est une production qui est record cette année. Mais on va en discuter un petit peu plus loin. Et là, finalement, je vous dirais, là, ça, c'est vraiment la diapo la plus importante d'aujourd'hui, ou presque. C'est les superficies ensemencées aux États-Unis pour l'année 2023-2024. Donc là, on voit là, dans le graphique qui est à la toute fin, là, on voit les superficies qui sont annoncées pour le maïs. Donc, des superficies qui s'annoncent assez bonnes pour le maïs, contrairement aux 5 dernières années, si on exclut 2021. Des superficies tout à fait acceptables pour le soya, donc à 87,5, et une bonne remontée au niveau du blé, qui est dû au fait qu'on a semé davantage de blé d'automne aux États-Unis, ce qui fait en sorte qu'au niveau des superficies totales pour le maïs, soya et le blé, on se retrouve avec des superficies assez intéressantes, donc supérieures à l'année dernière, malgré le fait que l'année dernière, les prix étaient tout aussi bons. Bien, on annonce des superficies plus records aux États-Unis. Donc, en toute honnêteté, j'ai de la misère à le croire que ça va être le cas, mais il va falloir attendre les superficies de juin pour voir qu'est-ce qu'il y en est et également voir l'évolution de la météo aux États-Unis si ça se fait dans des bonnes conditions. Au niveau du marché international, on va aborder certaines thématiques. Donc, on va parler de la guerre en Ukraine d'abord et avant tout. Donc, un petit rappel, avant la guerre, l'Ukraine était capable d'exporter 6 millions de tonnes de grains par mois.
Par la suite, de mars à juillet, dans les bons mois, on était capable d'atteindre 1,5 million de tonnes de grains par mois au maximum. Donc, dans les bons mois, les exportations fondues par 4. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Et ça, c'est dû au fait que le système des exportations ferroviaires était assez inefficace. Donc, c'est sûr que l'Ukraine exportait beaucoup par les ports maritimes. Si on enlève les ports maritimes, ben, ils ont dû se retourner vers d'autres systèmes de transport. Et le transport qui était, disons, pas sélectionné, mais parmi les plus efficaces malgré tout, c'était le système ferroviaire. Mais le système est tellement désuet que ça n'a pas permis d'exporter autant qu'ils auraient voulu. Donc, pour vous donner une idée, là, le système ferroviaire ukrainien repose sur le système soviétique et l'Europe, lui, fonctionne sur un autre système. Donc, dès que les wagons arrivaient, par exemple, près de la Pologne ou les autres pays qui sont limitrophes à l'Ukraine, ben, ils devaient débarquer les wagons des rails, changer les châssis et ensuite les remettre sur les rails européens. Donc, vous pouvez facilement imaginer là, que c'est pas très efficace comme façon de fonctionner et ça explique pourquoi les exportations ont autant fondu. Par la suite, on a un accord qui a été conclu le 22 juillet, qui a été renouvelé le 17 novembre et le 19 mars dernier. Donc, les exportations sont permises à partir de 3 ports seulement en mer Noire et c'est pour une durée de 120 jours. Puis on va mettre des guillemets 120 jours parce que l'accord du 19 mars, en théorie, il est de 120 jours, mais de pratico-pratique, il est de 60 jours pour des raisons là, qui vont être expliquées un petit peu plus tard. Donc, ensuite, pour 2022, on a une baisse de la production. Donc, la production de maïs est à 27 millions de tonnes, alors qu'elle était de 42,1 millions de tonnes en 2021. Ça, c'est avant la guerre. Donc, 21 millions de tonnes de blé par rapport à 33 millions de tonnes. Donc, on peut voir vraiment l'impact immédiat de la guerre. Et je vous dirais qu'on n'a pas encore vu tout l'impact que ça a lieu au niveau de la production agricole ukrainienne. Et finalement, au côté militaire, on voit là, que malgré tout, l'Ukraine résiste formidablement bien. Les premières estimations, là, lorsque la guerre a éclaté, on pensait que l'Ukraine allait tomber d'ici quelques jours, puis là, on se reparle, il est au-dessus d'un an, et l'Ukraine résiste formidablement. Donc, on peut s'attendre à ce que cette guerre-là persiste pendant longtemps. Au niveau de la Russie, avec la guerre et les sanctions qui ont été imposées par les pays occidentaux, on s'attendait à ce que les exportations de blé s'écroulent tout d'un coup, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la Russie a quand même maintenu un bon rythme au niveau de ses exportations de blé. Et en 2022, on a une récolte record à 92 millions de tonnes avec des exportations qui, elles, sont record à 45 millions de tonnes, ce qui est énorme. Par contre, ce qui est à rappeler, c'est que la Russie, elle dispose d'un système qui met une taxe au niveau des exportations. Donc, moindrement que vous êtes un exportateur de blé ou n'importe quel grain, en fait, vous avez une taxe que vous devez payer au gouvernement. Donc, vous pouvez facilement imaginer que ce n'est pas un système qui est particulièrement efficace au niveau de l'exportation de grains, mais c'est un système qui permet au pays de se renflouer avec les denrées agricoles. Le blé est également une denrée qui a une dimension politique. Donc, la Russie, même si elle a fait une guerre avec l'Ukraine, qu'elle a fait exploser les prix du blé à l'international, ben, elle essaie quand même de calmer le jeu avec certains pays afin de les mettre dans sa poche. Donc, on voit là au niveau de ses dialogues avec les pays africains, les pays du Moyen-Orient, même la Chine, qu'elle essaie de tempérer. Donc, et ce qui a pu mener à l'accord sur les exportations de grains par la mer Noire, malgré le fait là, que présentement, elle n'exporte pas beaucoup de grains par la mer Noire. Elle réussit quand même à avoir des très bonnes exportations, mais ce n'est pas la mer Noire qui permet de le faire présentement. Et finalement, la Russie a besoin de réussir, d'avoir des victoires stratégiques, ce qui peut exacerber les tensions en Ukraine. Donc, la Russie, pour l'instant, disons franchement, elle a eu une sévère raclée venant de l'Ukraine, un pays qui n'avait pas beaucoup là, de puissance militaire, alors que la Russie était vue comme une très grande puissance militaire. Et on voit que la Russie n'est pas capable d'avoir de gains qui sont significatifs. Et donc, la Russie va vouloir faire des gains
purement au niveau du moral, c'est-à-dire d'avoir une victoire qui leur permet de rallier les troupes et donc de mettre davantage de personnes qui seraient favorables à la guerre, ou ne serait-ce que pour une question de politique interne. Donc, pour 2023, ce qui est à rappeler, c'est que les exportations de grains présentement sont en retard par rapport à l'année dernière. Donc, on parle d'un retard de 14 %. Ils ont exporté 38,8 millions de tonnes de grains jusqu'à présent. L'Ukraine se plaint que les inspections sont particulièrement lentes. Donc là, j'avoue que je n'ai pas regardé les chiffres récemment, mais on parle d'inspections qui sont autour de 2,5 bateaux par jour et une file de bateaux qui était autour de 140 bateaux. Donc, vous pouvez facilement calculer là, qu'à 2,5 bateaux par jour, ça fait beaucoup de jours à inspecter pour juste écouler toute la queue de navires là, qui est en file. Et donc, et ça, c'est sans compter qu'il y a d'autres bateaux qui devraient se rajouter. Là. Donc, les inspections sont particulièrement lentes. Par contre, il faut se rappeler que ces inspections-là sont faites en Turquie. Donc, tant qu'elles ont quitté l'Ukraine, ces bateaux-là vont pouvoir quitter, mais ça risque d'avoir des impacts par la suite. Il y a des baisses des superficies qui sont anticipées pour 2023. On n'a pas encore les chiffres. On devrait avoir les premiers résultats d'ici la première offre et demande en mai. Mais grosso modo, on sent qu'il y a une perte des superficies pour des raisons évidentes. Il y a des pertes de territoire qui s'est faites en Ukraine au profit de la Russie. Et il y a également des champs qui sont minés. Donc, c'est des champs qui sont retirés au niveau des superficies qui vont être ensemencés pour le côté agricole. Également, une très grande perte au niveau des superficies de céréales d'automne, notamment pour le blé. On parle d'une perte de 32 %, ce qui est énorme parce que, de mémoire, là, c'est 98 % des superficies de blé qui sont en blé d'automne en Ukraine. Par la suite, ils vont avoir également une baisse au niveau des cultures de printemps. Par contre, le 5 % il ne semble pas énorme, mais c'est parce qu'il y a une substitution qui se fait à l'intérieur même des cultures de printemps. Donc, le niveau des superficies de maïs, on parle d'une baisse de 20 %, ce qui est énorme parce que le maïs est une plante qui est énergivore en termes de, de fertilisant. Et donc, étant donné que anciennement, l'approvisionnement d'engrais se faisait à partir de la Russie, bien, vous comprendrez que ça n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc, l'Ukraine est obligée de faire une substitution avec des plantes qui sont un peu moins consommatrices en termes d'engrais et qui valent plus cher à la tonne. Et donc, ça va favoriser les plantes oléagineuses, notamment le soya et le tournesol. Et on prévoit une baisse de la production pour 2023 qui, selon les dernières estimations, tourne autour de 18 millions de tonnes pour le maïs et 16 millions de tonnes pour le blé. Pour vous donner une idée, là, c'est environ la moitié de ce qui a été fait là, avant la guerre. Donc, c'est vraiment une baisse qui est considérable. Et les dommages qui sont faits au côté agricole en Ukraine, ce n'est pas des dommages qui vont se régler demain la veille. Donc, si la Russie et l'Ukraine réussissent à s'entendre sur une perspective de paix, ben, il ne faut pas s'attendre qu'à ce que 2024, la production agricole revienne à ce qu'elle était. Parce qu'il y a eu des pertes au niveau humain, il y a eu des pertes au niveau du territoire, il y a eu des pertes au niveau de l'infrastructure qui permettent à l'agriculture de foisonner. Donc, il faut s'attendre à ce que l'impact de la guerre se fasse sur plusieurs années. Ici, vous avez une perspective au niveau des exportations de blé. Donc, vous voyez le grand retour au niveau de l'Australie, des exportations records à 29 millions de tonnes. L'Australie a réussi à avoir 3 bonnes récoltes de blé consécutives, alors que les 3 autres années précédentes, mais c'était des années qui avaient été très dures au niveau du blé parce à cause de la sécheresse. Donc, l'Australie est sur la map présentement. Le Canada revient à la charge cette année, 25 millions de tonnes, ce qui est tout à fait normal. Alors que vous regardez 2021-2022, ben, c'était l'année de la sécheresse. Au niveau des États-Unis, ben, c'est une perte consécutive là, de part de marché, 21 millions de tonnes environ. Là, donc, c'est des exportations qui sont tout à fait médiocres. Et alors que les États-Unis avaient déjà été la principale exportatrice de blé dans le monde. La Russie, qui exporte des quantités impressionnantes de blé, dans 45 millions de tonnes. Là. Donc, vous voyez que la Russie clenche beaucoup de pays là, par rapport à l'ensemble des pays, et même l'Union européenne qui représente plusieurs pays. Au niveau de l'Ukraine, ben, c'est des exportations à 15 millions de tonnes, ce qui est quand même non négligeable pour un pays que sa production a fortement chuté. Mais ça, c'est dû au fait également qu'il y a de moins en moins de bétail
en Ukraine et donc moins de consommation, ça fait plus de blé qui est disponible. Donc, c'est un couteau à deux tranchants parce que ça veut dire que il y a du grain qui semble plus abondant, mais les années suivantes, ça risque d'être moins le cas. Et en Europe, ben, c'est une très bonne production, malgré le fait qu'on a eu une sécheresse. Donc, ils ont été chanceux à ce niveau-là et ça leur a permis d'exporter de grandes quantités de blé. Les récoltes en Amérique du Sud. Commençons avec le Brésil. Des semi-records de soya, des semi-records de maïs. Quoique pour le maïs, il y a un certain retard. Et il faut se rappeler que le maïs safrina, qui est le maïs qui est semé tout de suite après la récolte de soya, représente environ les 3/4 de la production totale de maïs. Donc, c'est une production qui est la plus importante là, au Brésil et donc celle qui est la plus importante à suivre. Un élément qui est important de suivre, en fait, qui est important de noter, c'est que 2022, si ma mémoire est bonne, le Brésil a signé une entente avec la Chine pour pouvoir exporter son maïs OGM. Et donc, par conséquent, le Brésil devient un compétiteur féroce aux États-Unis sur le marché chinois. Et vous savez, là, dans les dernières années, le marché chinois a été très lucratif au niveau des exportations de maïs. Un autre élément qui est à noter, c'est que le potentiel agricole au Brésil est quasi illimité. On va mettre vraiment l'accent sur quasi parce que il y a des superficies. On n'a pas vu la fin de la croissance des superficies là, de maïs et de soya au Brésil. Il faut savoir que le Brésil est un grand producteur de bœuf extensif, c'est-à-dire qui est fait sur d'importantes portions de territoire et donc qui a un potentiel à aller chercher ces superficies-là pour aller les intensifier et les mettre en maïs et soya. Par contre, le talon d'Achille du Brésil, ben, c'est le fait qu'il repose énormément sur les importations d'engrais pour leur offre d'engrais. Donc, on parle que 85% que 85% de l'offre de fertilisants provient des importations. Par contre, le Brésil, lui, a aucune difficulté à importer des engrais russes et biélorusses, contrairement au Canada. Petit sourire en coin. Donc, le Brésil, les récoltes présentement de soya sont estimées à 82% de complété par rapport à 84% l'an passé. Donc, tout à fait raisonnable par rapport aux dernières années. J'ai mis les petites cartes là, de production au niveau là, du Brésil. Donc, vous pouvez voir là, vraiment que c'est le centre qui tire beaucoup au niveau de la production là, de maïs et de soya. C'est vraiment le Mato Grosso qui est situé juste ici. Et ensuite, il faut descendre sur les États du Sud. Le deuxième État étant le Paraná. Donc, vous voyez les deux grandes régions de production qui sont au centre et au sud là, au niveau du Brésil. Au niveau de la production de maïs et de soya au Brésil, ben, c'était une année record qui est attendue. 154 millions de tonnes au niveau de la production là, de soya cette année. Donc, c'est une production qui est record. 125 millions de tonnes pour le maïs. Par contre, il faut noter que la production est loin d'être assurée, là. Donc, présentement, là, on vient de terminer les semis de maïs, mais ce maïs-là va être récolté en juin. Donc, il va falloir surveiller la météo qui est au Brésil, notamment dû au fait que au Brésil, les pluies s'arrêtent d'un coup sec. Donc, les pluies au Brésil, il faut voir ça comme un robinet. Donc, elles coulent, elles coulent, elles coulent. Présentement, les précipitations sont abondantes, mais dès qu'il y a un signe d'un ralentissement, il faut s'attendre à ce que tout d'un coup, là, il n'y ait pratiquement plus de pluie au Brésil. Et donc, ça a un impact au niveau du rendement et donc de la production. Et étant donné qu'on a un retard au niveau des ensemencements de maïs, si les pluies s'arrêtent comme elles le devraient, les rendements devaient être affectés à la baisse. Donc, c'est pas de la haute voltige, là, mais disons que c'est une prévision là, très, très à long terme. Là. Donc, pour l'instant, il ne faut pas y aller comment dire, il ne faut pas trop être gambler et dire, bon, ben, c'est maintenant le temps d'acheter des contrats à terme de maïs. C'est encore très loin et le Brésil est capable de nous surprendre, notamment parce que le développement de semences là, au Brésil s'est nettement amélioré et ça se peut qu'un arrêt soudain des pluies risque d'avoir un très faible impact au niveau du rendement. Mais pour l'instant, si tout va comme il le devrait, le rendement devrait être impacté. Mais quand même, mettez pas votre argent là-dessus là, pour l'instant. Là. Un gros 2 $, là, mais pas plus que ça.
Au niveau de l'Argentine, on a des semis qui sont presque records au niveau du maïs. Les semis de soya sont assez faibles. On va le voir un petit peu plus pourquoi, un petit peu plus. On va le voir plus tard pourquoi. Euh, il y a également des problèmes économiques et politiques qui sont importants en Argentine. Je fais à noter, là, au Canada, on se plaint avec l'inflation qui tourne autour du 10% là, et que ça ne donne même pas de bon sens, on ne peut plus rien s'acheter. Là. Mais en Argentine, là, l'inflation a été de 94,8% en 2022. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique de marché. Donc, de mémoire, là, on se plaignait des épiceries qui étaient vides, les médicaments qui étaient indisponibles, et ceux qui étaient disponibles étaient vendus à des prix de fou, et la monnaie qui était complètement dévaluée. Donc, c'est vraiment un élément qui a un impact au niveau de l'analyse du marché argentin. Il faut savoir également que le gouvernement argentin dépend énormément de son agriculture pour soutenir son économie. Une des raisons derrière ça, c'est que ils ont imposé des taxes à l'exportation au niveau là, du soya, du tourteau, de l'huile de soya et du blé, du maïs. Donc, on voit qu'au niveau de la fève, la taxe est de 33%. C'est 31% au niveau de l'huile et du tourteau du soya et c'est 12% pour le blé et le maïs. Donc, vous pouvez comprendre que pour un producteur, c'est beaucoup plus payant de planter du maïs et du blé, étant donné que la taxe elle est vraiment moins élevée. Et un autre élément qui est à noter, c'est que le gouvernement a limité les échanges en dollars américains. Et donc, les producteurs, eux autres, leur réaction a été de mettre ça dans leur silo et attendre que les prix soient raisonnables parce que les prix qui se faisaient offrir en pesos argentins, oui, en pesos argentins, étaient vraiment pas très favorables. Donc, eux autres étaient avantagés à le vendre en dollars américains. Par contre, en le vendant en dollars américains, ça faisait fuir leur monnaie, donc d'évaluer davantage leur propre monnaie. Donc, le gouvernement, étant donné qu'il dépend sur les exportations pour renflouer les coffres de l'État, a par moment permis aux producteurs d'écouler leurs marchandises à des taux qui sont plus préférentiels par rapport au marché qui est au marché noir. Parce qu'il faut savoir également qu'il y a une devise officielle, une valeur de la devise officielle, puis une valeur non officielle. Et souvent, la non officielle est beaucoup plus basse que l'officielle. Et également, c'est à noter, j'espère que vous le savez, l'Argentine frappe la pire sécheresse en 60 ans. Et vous allez le voir au niveau de l'évolution de la production. C'est quoi l'impact? Donc là, présentement, la récolte de soya elle n'est pas encore entamée, alors que la moyenne 5 ans, on est plutôt à 14%. Et pour le maïs, elle est à 10%, alors que la moyenne 5 ans, elle est plutôt à 20%. Et la condition de bonne à excellente au niveau du maïs là, et du soya, mais on parle de 4% pour le soya et de 7% pour le maïs. À titre de comparaison, là, aux États-Unis, on s'énerve quand ça devient à 50%. Donc, vous pouvez facilement constater là, que le maïs et le soya en Argentine, là, il n'est pas fort là, dans le champ. Là. Puis au niveau de la production, les dernières estimations de l'USDA, celle du 11 avril, montrent que la production là, au niveau du maïs va être à 37 millions de tonnes et 27 millions de tonnes de soya. Alors que dans les dernières années, là, c'est plutôt un 50 millions de tonnes de maïs et un 45 millions de tonnes de soya. Donc, vous pouvez voir là, que l'impact, c'est un impact qui montre que la récolte, elle est catastrophique présentement. Et je vous dirais que la réduction de la production là, pour 2022-2023, elle n'est pas encore terminée. Donc, pour l'instant, là, c'est vraiment des estimations de base. Je ne pense pas que ça va aller plus haut que ça. Donc, d'autres réductions qui sont à prévoir. Au niveau des exportations de maïs, mais c'est important de le noter parce que oui, l'Argentine et le Brésil sont des grands compétiteurs au niveau du maïs, mais l'Ukraine aussi est une très grande exportatrice de maïs. Donc là, présentement, on prévoit des exportations de 25 millions de tonnes de maïs en Argentine, malgré une production qui est assez faible. Donc, vous pouvez voir l'impact direct un autre impact de la sécheresse. Au niveau du Brésil, mais ça va des exportations qui vont être records et qui, pour la première fois de l'histoire, si ça se réalise, la production elle est bonne au Brésil, le Brésil va devenir le premier exportateur mondial de maïs détrônant les États-Unis. Donc, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis vont ne plus être le premier exportateur des trois principaux grains marchandés dans le monde, c'est-à-dire le maïs, le soya et le blé. Ils vont tomber à la deuxième position dans la meilleure des cas.
Au niveau de l'Ukraine, on voit que des exportations qui se maintiennent relativement bien, 26 millions de tonnes, donc comparable aux dernières années. Mais comme pour le blé, c'est dû au fait qu'il manque de consommation locale et donc il y a de plus en plus de grains qui est disponible pour l'exportation. Et ça fait même des problèmes même avec la Pologne qui se plaint du fait que l'Ukraine est capable d'exporter à de très faibles prix. Et donc la Pologne, quand il vient le temps d'exporter son propre grain, ben, le prix local, lui, est fortement impacté parce qu'il y a une plus grande compétition au niveau de la part de l'Ukraine. Au niveau des exportations de soya, ben là, vous voyez, c'est un fossé qui se creuse. Donc, 2020-2021, on voit que le Brésil détrônait. Puis il y avait une différence entre de 20 millions de tonnes entre les exportations brésiliennes et américaines. Mais là, le fossé s'est agrandi d'année en année. Et donc, là, on se retrouve là, autour environ là, c'est près de 40 millions de tonnes, 38 pour être exact, 38 millions de tonnes de différence en termes d'exportation. Donc, c'est pas le double, mais ça risque de le devenir au cours des prochaines années si le Brésil continue sa progression constante de production de soya. La demande chinoise, l'autre élément qui est important à noter, donc COVID-19 ont passé rapidement. Donc, avant décembre 2022, la Chine elle avait une politique très sévère au niveau du COVID, des périodes de quarantaine assez sévères qui permettaient de limiter la propagation de la COVID. Par contre, l'effet induit là, par rapport à ça, c'est une très faible croissance économique. On parle de 3 pour 2022. 3 au Canada, on serait aux anges, là, mais en Chine, ben, c'est le pire résultat depuis 1976 si on exclut l'année 2020 du fait que, à cause de l'arrivée de la COVID. Par la suite, la Chine, elle a ouvert ses marchés, ben pas ses marchés, mais elle a ouvert les barrières. Donc, elle est passée d'une période de zéro COVID à ouverture quasi totale. Et donc, hausse des cas de contamination, hausse des cas de décès. Ça a eu un impact au niveau de la demande à court terme. Il faut se rappeler que, pour rappeler que en Chine, ils n'ont pas beaucoup de filet social. Et donc, lorsque vous êtes à risque comme ça, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? Ben, c'est de limiter leurs dépenses. Donc, diminution de la demande au niveau de la viande, diminution au niveau de l'huile, parce que l'huile, c'est très utile là, pour les restaurants. Donc, on mange moins au restaurant, on mange moins de viande. Ça a un impact au niveau de la demande. Par contre, on s'attend de remonter à partir du deuxième trimestre. Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu voir là, que depuis la mi-mars, la Chine est redevenue très important sur le marché du maïs américain. Un autre élément qui est à surveiller, qui va avoir un impact sur la demande chinoise, c'est les tensions par rapport à Taïwan. Donc, il faut savoir que les États-Unis et la Chine ont des vues très différentes au sujet de Taïwan. Les États-Unis veulent protéger Taïwan tant aussi longtemps que la Chine ne viendra pas envahir Taïwan. Donc, si la Chine envahit, les États-Unis vont devoir la défendre. La guerre en Ukraine sert de scénario test pour évaluer qu'est-ce qui se passerait si la Chine envahit Taïwan. Donc, la première, ben, c'est les impacts économiques. Donc, la Chine est en train d'évaluer si ça vaut le coup. Donc, à première vue, je vous dirais que non, mais pour l'instant, ça semble, c'est pas un scénario qui est non plus à écarter. Il faut savoir aussi que la Chine a les mêmes prétentions sur Taïwan que la Russie en avait pour l'Ukraine, c'est-à-dire c'est un pays qui lui appartenait et qui, en fait, qui, selon ses dires, elle lui appartient. Et oui, c'est vrai. Donc, elle lui appartient. Excusez-moi, j'ai eu une petite pause au niveau du cerveau. Donc, selon la Chine, elle lui appartient. Taïwan se dit indépendante. Il y a peu de pays qui la reconnaissent comme indépendante. Donc, Taïwan se situe dans une zone grise où elle n'est pas indépendante, mais elle n'est pas non plus, elle ne fait pas partie de la Chine. Bref, je vous épargne les détails. Et Taïwan est en train d'étudier la réponse de l'Ukraine face à la Russie. L'Ukraine s'est formidablement bien défendue par rapport à la Russie, alors que tout le monde pensait qu'elle allait tomber en quelques jours. Donc, Taïwan se dit, si l'Ukraine a fait ça, nous aussi, on est capable de le faire. Et on est en train d'évaluer que ça risque d'être un scénario assez similaire. Surtout que Taïwan, ben, c'est une île, donc c'est plus facile là, à défendre. La Chine s'est rapprochée avec la Russie. Donc, au départ, au niveau de la guerre, la Chine ne
critiquait pas la Russie, mais ne s'associait pas nécessairement avec la Russie. Mais là, dans les derniers mois, la Chine s'est rapprochée au niveau de s'est rapprochée près de son allié de la Russie, donc tisse davantage de liens avec la Russie. Donc, on commence à avoir une certaine polarité au niveau là, de la politique internationale, c'est-à-dire d'un côté la Chine et la Russie et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est et de l'autre l'Occident. Et derrière tout ça, il y a également une guerre au niveau technologique et notamment au niveau des microprocesseurs. Il faut savoir que Taïwan est est le principal producteur de microprocesseurs dans le monde. Et donc, il se fait une guerre technologique, les États-Unis, mais des freins au niveau du développement technologique. On peut en rire, là, c'est-à-dire là, que les États-Unis évaluent la possibilité d'exclure TikTok de son territoire, mais c'est vraiment un exemple de ce qui se passe au niveau là, de guerre technologique. Et il faut savoir que les microprocesseurs, c'est utile à plein de choses. Donc, si vous avez essayé d'acheter un pick-up ou un tracteur, ben, vous avez vu que la liste, la file, elle est longue, au fait qu'il manquait de microprocesseurs. Donc, ça, c'est un des éléments qui a impacté la demande de tracteurs, mais les microprocesseurs sont également utilisés dans les ordinateurs, également dans les armes militaires. Donc, c'est un élément non négligeable. Au niveau de la demande, ben, on voit les importations chinoises de maïs et de soya. Donc, 2020-2021, la Chine avait importé des quantités records de soya et de maïs. Par la suite, un certain ralentissement. Et pour 2022-2023, une certaine remontée prévue pour le soya et une baisse continuelle pour le maïs, dû au fait que la Chine, elle a varié ses sources d'importation. Donc, elle n'importe pas juste du maïs pour alimenter son bétail, mais également plus de blé, plus d'orge et d'autres grains et de sorgho également. Le marché local, donc, on va regarder rapidement la dernière récolte au Canada. Donc, on voit là, ce qui est à noter, là, c'est vraiment les céréales et le canola. Une remontée assez impressionnante par rapport à l'année dernière. Puis l'année dernière, je vous rappelle, a été durement frappée par une sécheresse. L'Ontario, je veux apporter votre attention sur la récolte 2022 au niveau du maïs et du soya. Donc, des récoltes qui sont similaires, mais qui sont assez robustes et donc viennent faire une compétition sur le marché québécois. Et au Québec, ben, ce qui est important à noter, c'est vraiment la production de maïs qui est redevenue à un niveau tout à fait satisfaisant, alors que les dernières années, c'était assez médiocre en termes de récolte. Il y a une production également record de blé, là, 347 000 tonnes de blé, qui est comparable à 2021, mais des superficies moindres, mais un rendement qui est tout à fait là, extraordinaire. Donc, très bonne production de blé cette année. Voici notre offre et la demande de maïs. Évidemment, avec l'annonce de l'email, ça a eu un impact au niveau de la demande animale. On a de la difficulté à le chiffrer. Pour l'instant, on a seulement diminué la consommation de 100 000 tonnes par rapport à l'année dernière. Notre ancienne estimation était plus élevée que 2021-2022, mais avec cette annonce-là, c'est sûr qu'il va y avoir moins de maïs consommé localement. Et ça, une grande partie de ce maïs-là va se tourner vers l'exportation. Donc, on a mis un 150, enfin, on a baissé notre estimation initiale de 200 000 tonnes. Il y a un 150 000 tonnes qui a été mis en exportation et un 50 000 tonnes qui va être mis en stock. Donc, le topo global au niveau du maïs, c'est il va rester plus de maïs en fin d'année récolte. Il va y avoir des exportations qui vont se faire. Et donc, le marché du maïs risque d'être très peu intéressant pour les années à venir si les stocks demeurent aussi élevés. Voilà, pas de très bonne nouvelle que je vous ai dit, que je viens de vous dire. La devise canadienne est très importante à suivre parce que ça a un impact direct sur la valeur de vos grains. Donc, malgré le fait que les contrats à terme sont redevenus comparables à ce qui était avant la guerre, ben, le taux de change, lui, c'est tout à fait le contraire. Donc, il a diminué de manière significative, est tombé autour de 72 cents, remonté, on est autour du 74 cents. Et tout va dépendre de s'il y aura une récession économique mondiale et canadienne. Pour l'instant, on dirait que la récession canadienne, elle n'est pas écartée, mais elle serait moins évidente que prévu. Par contre, le cas des États-Unis, mais ce n'est pas encore tout à fait réglé.
On voit là, qu'il y a d'autres hausses de taux d'intérêt qui risquent d'être faites aux États-Unis, alors qu'au Canada, vous avez vu, là, je crois que c'était aujourd'hui. Désolé, là, les jours se mélangent, là, mais je crois que c'est aujourd'hui que la Banque du Canada avait annoncé là, un gel au niveau du au taux directeur. Donc, pour l'instant, on voit que l'inflation, elle diminue. Les hausses de taux d'intérêt ont eu un impact au niveau de l'inflation, mais rien n'est encore écarté, à savoir que le taux d'inflation demeure quand même élevé malgré tout. Le prix est base courante du maïs, donc la base US, qui est la base vraiment là, qui nous permet de bien évaluer l'offre et la demande globale, locale au Québec. Donc, on a vu que les bases étaient particulièrement élevées l'année dernière. Ensuite, un fléchissement assez important à partir de juin-juillet. On est tombé en en zone négative pendant un certain moment. Ensuite, la récolte est survenue. Donc, on est resté en zone négative. Par la suite, on a été tourné autour de la valeur, je vous dirais, là, euh, neutre, c'est-à-dire la base à zéro. Donc, on tournait autour du zéro. Par la suite, l'annonce de l'email est venue vraiment plomber le marché. Donc, on est tombé en territoire négatif et ça a tiré à la baisse le prix du maïs spot. Au niveau du soya, ben, c'est totalement le phénomène inverse. Normalement, là, on s'attend à ce que les bases du soya tournent entre moins 25 cents et moins 45 cents de manière, c'est une base qui est dite normale. Mais là, on voit là, que dans les dernières années, ça n'a pas été tout le cas. Donc, des bases là, qui ont déjà monté autour de 40 cents facilement au niveau de la base US, c'est-à-dire que la demande pour le soya québécois, elle était très forte. L'année passée, la récolte brésilienne avait été médiocre, donc c'est venu soutenir la demande mondiale pour toute autre source d'approvisionnement de soya autre que brésilienne. Et donc, c'est tiré à la hausse le prix du soya. Au niveau du blé, ben, on voit là, qu'il y avait un certain écart quand même qui était qui peut sembler un peu faible, mais qui était vraiment plus intéressant que ce qu'on a connu dans les 5 dernières années. Hein, rappelez-vous, pour ceux qui ont fait du blé d'alimentation humaine, tout cet effort-là pour avoir une prime de 15$ la tonne, c'était pas très intéressant. Les dernières années, surtout avec la sécheresse dans l'Ouest canadien, c'est venu primer le prix du blé d'alimentation humaine. Bon, certaines personnes vont dire que c'est pas encore élevé, mais c'est quand même mieux que ce qu'on a connu. Et là, cette année, on voit là, qu'il y a un certain maintien au niveau de cette prime-là. Donc, toujours quand même intéressant. C'est sûr qu'on n'a pas une évolution du contrat à terme qui est fidèle. Là. Celle que je vous ai montrée avec un plafond à 14 US le boisseau, ben, on ne le voit pas sur le marché local. Il faut savoir que le blé, oui, c'est quand même un grain qui est important, mais pas de là, pas assez important pour les acheteurs pour être sécure, pour être très, comment dire, très sécure au niveau de la bourse. Donc, dès que les prix ont commencé à éclater, on a vu des acheteurs qui ont dit, ben moi, je mets la pédale frein sur tout le hedging et j'achète en termes flat sur les marchés locaux. Donc là, on le voit, l'impact, c'est vraiment une atténuation au niveau des prix. Au niveau de la récolte 2023, donc vraiment ce qui devrait vous préoccuper présentement. Donc, au niveau de la base, ben, c'est une base qui est tout à fait là, décevante. Là. On avait des bases autour de zéro qui étaient tout à fait correctes à mon avis, là, mais là, dernièrement, là, on a des bases qui sont très négatives. Donc, ça s'annonce pas très bien au niveau là, du marché du maïs cette année, pour l'année 2023-2024. Donc, pas très intéressant au niveau du maïs. Au niveau de la base du soya, ben, c'est des bases qui sont tout à fait normales. Hein. Donc, vous avez vu, avant, on était en territoire positif, on atteignait les 40 cents. Mais là, pour la période récolte, ben, on est en zone tout à fait normale, entre moins de 25 cents et moins 45 cents US le boisseau. Et pour le blé, ben, on n'a pas tant de ventes que ça, mais malgré tout, voici ce qu'on est capable de tirer avec le SRDI. Donc, une prime qui est, somme toute, très respectable par rapport au blé fourragé. Le blé fourragé qui, lui, est en diminution, alors que le blé d'alimentation humaine semble se maintenir là, autour du 450 la tonne. Par contre, là, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de ventes. Là, donc, si vous appelez vos acheteurs et ils vous donnent d'autres prix, là, euh, venez pas vous dire que le SRDI ne répond pas à l'appel. C'est juste qu'on n'a pas encore d'assez de prix là, pour vraiment avoir une belle tendance là, au niveau des prix.
Par contre, c'est ça. Donc, si vous appelez vos acheteurs et vous demandez 450, ça se peut que ce ne soit pas ça que vous obteniez, mais quand même, on a une différence de prix qui semble assez intéressante là, au niveau du blé. Conclusion. Donc, si vous devez vraiment, là, si vous avez dormi tout le long de ma présentation puis vous vous réveillez présentement, là, voici le résumé de ma présentation. Les stocks sont serrés aux États-Unis, mais il y a une excellente récolte de soya au Brésil. On s'attend à une très bonne récolte du maïs également au Brésil. Par contre, il y a un retard et ça risque d'avoir une très grande répercussion. Ça augmente le risque au niveau là, d'une baisse des rendements et donc de la production. Il y a un retard des exportations qui est très important aux États-Unis. Une excellente récolte de blé russe et australienne. Il faut savoir là, que plus que la récolte de blé elle est bonne, ben, plus ça devient compétitionner le maïs sur le marché du fourragé. Il y a une incertitude au niveau de la demande chinoise. Il y a une incertitude quant à l'accord sur les exportations de grains par la mer Noire. Vous le savez, là, la Russie a demandé à ce que l'accord ne devienne sur 60 jours. Et pour l'instant, je vous dirais que c'est pas mal la Russie là, qui a le bras le plus fort là, dans cette joute de négociation-là. Donc, pour l'instant, ben, on s'attend à ce que l'accord dure seulement 60 jours et même que dernièrement, la Russie a menacé de tout simplement se retirer et donc de dire à l'Ukraine, il va falloir que tu trouves un autre chemin pour pouvoir exporter ton grain. Et vous l'avez vu, là, des exportations à 1,5 million de tonnes par mois, là, c'est assez désastreux. Donc, ça va être quelque chose qui va être haussé au niveau du marché. Et donc, vous devez vous rappeler que présentement, le marché offre une prime parce qu'il y a un risque au niveau de la perte de marché si la Russie euh, se retire. Par contre, si elle ne se retire pas, ben là, ce risque-là risque de diminuer, donc les prix devraient diminuer. Mais somme toute, là, le marché demeure sous tension. Donc, s'il y a un moindrement chambardement géopolitique quelque part qui a une conséquence sur les exportations de grains, les marchés risquent d'être très réactifs et donc d'avoir une forte volatilité. Donc, la tendance pour l'instant, elle semble baissière, mais moindrement qu'un événement géopolitique vient chambarder, ben, ça pourrait redresser fortement le prix des grains. Et ça, sans compter le fait que si moindrement qu'il y a une sécheresse quelque part dans le monde, là, en Europe ou dans l'Ouest canadien, ben, ça, le marché va être très réactif. Donc, il faut demeurer très vigilant. Les facteurs qui sont à suivre, ben, c'est tout le côté de la négociation entre la Russie et l'Ukraine. Ça va être la météo en Argentine, au Brésil. J'aurais dû même rajouter les États-Unis. Les exportations américaines de maïs qui vont être à surveiller. Pour l'instant, je vous dirais là, que le physique devrait augmenter, mais on a quand même des très grands retards. Et la fenêtre d'opportunité là, s'arrête en juillet. Donc, ça va être vraiment quelque chose à regarder, à savoir là, si le maïs va être capable de sortir des États-Unis. La demande chinoise de grains, elle est à surveiller. C'est quand même le principal importateur de grains dans le monde. La situation dans le port au Québec va être à surveiller également. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est pas des bons signaux qu'on a, des bons signaux qu'on a pour l'instant, mais moindrement là, que Olimel annonce une amélioration de la situation ou qu'il y a un accord entre les producteurs de porc et l'Olimel, ça risque de stimuler la demande au niveau des grains au Québec. Les rapports à surveiller. Le prochain rapport, c'est le 12 mai. C'est le premier rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande de grains pour 2023-2024. Donc, c'est vraiment une date incontournable à mettre en rouge dans votre calendrier. C'est probablement la date une des plus importantes dans toute l'année récolte. Ensuite, le 26 avril, on va avoir des superficies ensemencées au Canada. Et le 30 juin, bien, ça va être les superficies finales ensemencées aux États-Unis. Finale, on va mettre des guillemets parce que moindrement qu'il y a un chambardement au niveau climatique, bien, ça peut être révisé par la suite, là, mais normalement, c'est vraiment les dernières données sur les superficies aux États-Unis. Donc, si vous avez plus de questions, si vous trouvez que j'ai stimulé certaines pistes de réflexion là, au niveau de votre commercialisation, vous pouvez nous contacter. Nos courriels sont les suivants. Là, vous pouvez les voir à l'écran. Vous avez numéro de téléphone et numéro de poste.
On fait également des vidéos YouTube. On diffuse de l'information sur LinkedIn. On est de plus en plus actif sur Twitter. Et si vous voulez transmettre des informations relatives aux ventes, vous pouvez les faire là, par téléphone ou par courriel ou par l'application AppCrain. Sachez que les données sur le marché local, ben, ils proviennent du SRDI. C'est grâce à ça qu'on est capable vraiment d'avoir une meilleure perspective au niveau de l'évolution du marché local. Donc, c'est pas parce que je vous ai envoyé des mauvaises données au niveau local que il faut arrêter d'envoyer vos ventes. Ce n'est pas du tout le cas. Il vaut mieux avoir une bonne information. Là. Donc, voilà. Donc, vous stimulez par votre transmission de vente, vous nous donnez des meilleures informations sur le marché local et donc, ça nous permet de faire de meilleures présentations. Donc, c'est la fin de ma présentation. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je l'espère en bien grand nombre. Merci bien, Étienne. Yes. T'aurais-tu un petit peu des actualités sur les intrants? Comment ça se passe? Puis moi, j'ai su que beaucoup d'urée qui est rentrée aux États-Unis qui vient de la Russie, entre 25 à 30 c'est-tu le cas? Bonne question. J'avoue que je n'ai pas regardé les chiffres au niveau des importations là, des États-Unis. A priori, je te dirais que non, parce que en ce moment, les États-Unis sont dans une drôle de situation où ils en ont trop. Et là, les exportations, elles augmentent en flèche. C'est sûr qu'ils n'étaient pas normalement dans une situation d'exportation, donc tu en exportes un petit peu plus relativement, là, ton écart est plus important. Et ils ont quand même mis là, des tarifs par rapport aux importations d'engrais, comment on appelle ça, le UAN, là, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom en français, là, mais c'est l'engrais liquide azoté, là, le 28 et le 32, là, pour ceux qui parlent en chiffres. Là. Donc, ils ont mis des tarifs quand même assez dissuasifs au niveau là, de la Russie. Et si ma mémoire est bonne, là, le Trinité de Tobago, là, allez googler ça sur Internet, là, c'est une île là, en plein milieu là, de l'Amérique centrale. Là. Fouillez-moi pourquoi, là, mais ils sont des bons exportateurs d'engrais liquides. Mais bon, les États-Unis ont quand même mis des freins au niveau là, des importations provenant de la Russie. Par contre, c'est pas toutes les sortes d'engrais, donc ça se peut qu'il y en importe davantage d'urée. Ça, l'urée, il n'y a pas de tarif là-dessus. Donc, ça se peut, mais pour l'instant, j'en doute. Et de manière générale, je dirais là, que les prix sont à la baisse au niveau là, des engrais azotés. Le facteur principal, ben, c'est le fait que le prix du gaz naturel en Europe ben, est en chute libre. L'hiver a été doux en Europe. L'Europe s'est préparée à ce que l'hiver soit rude. Donc, réduction de la consommation. Les usines de production d'engrais azotés ont diminué leur production. De toute façon, le prix du gaz naturel était ben trop élevé à l'automne, début de l'hiver. Là, présentement, ben, c'est l'effet inverse. Là, le prix du gaz est en chute libre. Les usines repartent. Donc, la disponibilité de l'engrais azoté, elle est là. Les autres engrais suivent. Il y a un certain consensus à ce que la potasse soit très disponible sur le marché international présentement. Mais vraiment, là, la baisse de prix elle est plus notable dans le côté de l'engrais azoté. OK. Côté potasse, comme tu disais, il y a une usine, je pense, qui augmente sa production pas mal dans l'Ouest canadien. Exactement. Donc, la hausse des prix a stimulé la production canadienne. Par contre, il y a une autre usine qui est d'origine américaine, mais qui est au Canada, qui, elle, a ralenti sa production également. Donc, tu sais, c'est qui attendent juste que la demande revienne. Donc, tu sais, il y a un peu de pour et de contre, là, mais de manière générale, je dirais la production canadienne elle a augmenté là, parce que les prix sont intéressants. Par contre, pour les gens de l'engrais, là, intéressant, des guillemets. Là. Donc, les autres, ils voient un certain ralentissement puis ils se disent, bon, c'est plus intéressant, mais c'est quand même plus intéressant que les prix d'il y a 3 ans. Là. Ouais. Ben, c'est pour ça, la source que j'avais eue d'informations pour l'urée, c'était qu'il n'avait rentré de la Russie, puis c'est pour ça qu'il n'avait qui avait resté sur carreau aux États, puis qu'il avait été obligé de baisser le prix. Là. Surtout Ça se dans la peut. Il va falloir que je le vérifie, mais c'est vrai que le prix en Nouvelle-Orléans est très faible. les faibles, hein? Oui. C'est En bon. équivalent canadien, je pense que j'avais évalué à peu près 600 pièces la tonne métrique. Ouais. C'est encore en diminution. Là. C'est une valeur qu'on sait loin, là. Ben,
de 600 pièces autour de ce prix-là, c'est rendu ici, là. Peut-être maintenant, mais au moment que moi je l'ai fait, c'était FAB en Nouvelle-Orléans, sortie de l'usine, là. OK. Donc, il n'y a J'avais pas de entendu. frais de transport d'évaluer, là. OK. Moi, dernièrement, j'avais entendu parler autour de 300 en Nouvelle-Orléans à prendre à l'usine, mais en tonnes courtes. En tonne courte, puis probablement en dollars américains, là. Ouais. Ça a de l'allure, mais il faudrait que je vérifie mes chiffres, là. J'avoue que je les ai pas là, sous le bout de mes doigts présentement, là. Ça fait différent. C'est différent qu'avec les prix qu'ils nous offrent ici, là. Ben, c'est sûr que la dynamique est très différente, hein. Souvent, ce qui est fait, ben, c'est. Je me suis approvisionné en novembre, décembre, les prix étaient élevés, ben, j'ai pas le choix de te refiler un peu cette facture-là, là. Donc, c'est ce qu'on voit ou c'est ce que j'entends de la part des producteurs, là. Si vous avez d'autres échos, je l'invite à me le soumettre, là, mais c'est sûr que vous n'allez pas avoir le prix là, présentement, Nouvelle-Orléans, pour votre engrais azoté. OK. Il y a un producteur hier, il m'a appelé, puis 1070, le prix qu'il y a eu de Solio. Ouais. Ça fait cher. Ça fait Il était cher. à 1400 au mois de décembre. Ouais, mais décembre, c'était vraiment le pic parce que vraiment, là, le marché était vraiment sous tension. Il aurait juste suffi là, que l'hiver soit rude là, en Europe, là, puis le 1400 il aurait été abordable, là. Donc, on a été quand même chanceux là, malgré tout. OK. C'est un peu comme les grains, là. C'est un marché qui est sous tension, là. C'est c'est comme le diesel, il a baissé beaucoup parce que je me suis informé aujourd'hui. On est rendu à peu près 1,20 le litre coloré, à comparer à 2 piastres qui était l'automne passé, là. Ouais, mais de mémoire, il me semble, pour le diesel, c'était vraiment l'additif qui était le problème. Puis là, présentement, je pense pas que vous avez besoin du même additif, là, c'est-à-dire que le diesel là, puisse toffer à -20, -40 présentement, là. Donc, au moins, là, vous êtes capable Ouais. de le sauver là-dessus, là. Même Ouais, mais au battage, on était à 1,80 là. 1,60 1,80 là. Ouais. Mais c'était pas normal parce que c'est le même additif qu'ils mettent dans le clair, puis le clair était moins cher. Ben moi, de ce que j'ai compris, là, c'était pas tout à fait le même additif, là. Donc, c'était possible de l'acheter avec cet additif-là, mais il y avait vraiment un additif qui permettait d'aller dans des plus basses températures, là, que. Pourtant, sur ces autoroutes, là, le clair, là, ils vont descendre jusqu'à -40, là. Là, on s'en Hein? va au-delà de mes compétences, là. Moi, Mais ça c'est se ça. limite au marché, là. Ça se limite avec un signe de pièce. C'est Si ça. on commence à y aller, là, j'y vais vraiment de qu'est-ce qu'on me dit sur cet enjeu-là, parce que vraiment, on s'est penché là-dessus au PGQ là, pendant le moment où le clair était plus avantageux que le coloré, là. C'est ça. Hier, c'est encore pareil. Il y en a un qui m'a dit que c'était 1,18 là, le coloré. 1,18 ouais. Moi, j'aurais une question par rapport au prix du soya. Donc, pour résumer, est-ce qu'un producteur de soya pourrait s'attendre à une baisse des prix à la récolte prochaine? Ou est-ce que, selon vous, c'est quoi la tendance en général sur mettons, euh, pour l'automne prochain? Ben, c'est sûr, moi, je le vois vraiment à la baisse, là, parce que la production, les records au Brésil, je pense pas qu'on a vu la pleine réaction des marchés par rapport à l'offre brésilienne. Par contre, ce qui vient vraiment soutenir les marchés, c'est le fait que la demande aux États-Unis, elle est constamment en augmentation. Donc, le diesel non renouvelable, c'est vraiment ce qui vient soutenir les marchés. Et il me semble que j'avais vu là, dans une étude que pour répondre à la demande d'ici 2025, il faudrait quasiment que les superficies soient 125 millions d'acres de soya. 125, là, je ne sais pas si tu te rappelles dans mes premières slides, là, mais on est à 87,5. Donc, c'est une augmentation qui est non négligeable. Donc, c'est 50% de plus là, environ. Mais ça, c'est des études qui le montrent, là, des économiques. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer en réalité, là. Ça se peut que des usines de trituration ferment parce qu'elles ne sont pas compétitives et donc la demande ne soit pas aussi forte puis que
Puis de toute façon, suffit qu'un gouvernement républicain soit au pouvoir, puis croyez-moi, là, les programmes verts vont sauter aux États-Unis. Là. Donc, faut pas tout mettre ses billes là-dedans, mais je vous dirais qu'il y a au moins ça qui vient soutenir les marchés. Par contre, je m'attends pas à ce que les prix reviennent là, comme ils ont été. Là. Je pense que les sommets sont derrière nous pour le soya. Et donc, pour le, pardon, excusez-moi, ça a coupé. Pour le prix du soya à l'automne, vous prévoyez une baisse. Est-ce Oui. que vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec la Chine? Est-ce que vous pensez que leurs stocks vont être pleins ou est-ce que vous voyez la Chine comme encore un grand acheteur de soya pour la prochaine année, les prochaines 2 années? Ben, c'est sûr que la Chine, elle achète les 2 tiers du soya qui est échangé sur le marché international. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un très grand ralentissement ou un très grand changement. C'est sûr que les politiques internes poussent à ce que la Chine devienne de plus en plus indépendante, là, mais écoute, ils ont des croûtes à manger là, pour aller chercher ce qu'ils vont chercher sur le marché international. Là. Donc, pour l'instant, je vous dirais, là, la demande, elle est là. On a entendu des cas de peste porcine africaine. Si ça a lieu, ça serait inquiétant, mais pour l'instant, ça semble être quand même bien contrôlé. Par contre, en Chine, c'est pas un gouvernement qui est transparent. Donc, tu es un éleveur de porc, la peste porcine est dans ta porcherie. C'est quoi tu fais? Est-ce que tu le déclares au gouvernement? Mais non, tu n'as aucun avantage à le déclarer au gouvernement. Parce que la réaction des producteurs, ben, c'est d'envoyer plus de porcs à l'abattoir. Les animaux de reproduction, t'envoient ça à l'abattoir, même s'ils sont infectés. Eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. Puis ça fait en sorte que là, il y a une production surélevée de manière ponctuelle sur les marchés. Ça vient éclater le prix du prix du porc. L'effet chez les producteurs, c'est d'équiter davantage de bêtes parce que le marché est plus rentable. On veut diminuer la production d'élevage. Donc, ça fait éclater davantage le prix. Puis par la suite, ben, là, la production va s'abaisser parce que là, la production est plus faible. Et à ce moment-là, ben, là, le prix va augmenter parce que la production ne suit pas. Là. Donc, de manière générale, là, pour faire ça court, là, je ne m'attends pas à un gros changement en Chine. Là. Vous n'avez pas parlé d'avoine dans votre présentation ou si vous Mhm. l'avez peut-être manqué, est-ce que c'est un sujet que vous avez étudié ou c'est peut-être que c'est pas important pour une partie des producteurs, mais est-ce que vous traitez de l'avoine? Ben, j'en ai traité rapidement. Là. C'est sûr que j'ai essayé de faire une présentation qui était globale parce que j'estimais là, que la présentation était ouverte à tous les producteurs, mais je peux y répondre sans problème. Là. Les prix sont très décevants, je vous dirais, là, au niveau de l'avoine. Ce qu'on entend de la part des acheteurs, c'est qu'il y a un ralentissement au niveau de la demande. Et là, la production canadienne l'année passée, là, elle est redevenue normale. Donc là, présentement, la situation, c'est que les stocks se sont refaits. Pour l'instant, ça va, mais suffit qu'il y ait une autre bonne production avec une demande qui est décroissante. Je pense qu'on pourra avoir un prix là, qui est éclaté. Là. Donc, même en parlant avec des acheteurs, là, ce qu'on entend, c'est que le stock 2022-2023, ben, il va se ramasser dans l'année 2023-2024. Là. Donc, c'est pas une très bonne année pour augmenter ses superficies en avoine. Là. Puis dans l'Ouest canadien, là, on parle d'une diminution de la production là, qui pourrait aller de 20 à 30 à cause du fait que la demande n'est pas là. Là. Donc, c'est pas une très bonne année pour l'avoine 2023-2024. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si Régent, là, toi, tu as une note là-dessus, là, mais c'est pas. Ouais, l'avoine, c'est décevant parce que c'est quasiment la pire culture à vendre cette année. Ouais. Mais si tu avais des contrats, t'es correct, là, mais les hors contrats, là, tu te ramasses des prix qui vont se rapprocher plus de 200 pièces, je pense, 250 pièces. Puis dans l'Ouest, on entend parler autour de 200 pièces la tonne, 225. Il n'y a Dans pas l'Ouest. d'acheteurs. Voilà.
Donc, 2023-2024, ça se peut que quand ça va être le temps de récolter, ben, il va manquer de place d'entreposage. C'est la réalité. Ouais, mais il s'agit qu'il s'en somme moins et qu'il y ait une catastrophe, mais on sait que ça fait. Hein? Voilà. Mais il Autant, faut. autant d'un bord que de l'autre, là. Un surplus ou une diète. Mais il ne faut pas non plus se mettre all-in sur une catastrophe dans l'Ouest canadien là, parce que c'est ben trop risqué. Là. Surtout cette année, ils ont de la neige, ils vont avoir de la pluie. Ils ne sont pas partis faire une sécheresse. Non, mais il pourra tout avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire des inondations pas possibles, les semis qui sont en retard, puis Oui. qui ramassent du gruau en fin de l'année. Là. Je pense qu'il faut diversifier nos cultures pour ne pas avoir toutes mettre les mêmes oranges dans le même panier. Là. C'est une sage parole. Parce que, Diversifier son risque, c'est vraiment une manière là, de vraiment s'assurer d'avoir de très bons, au moins d'avoir un revenu qui est satisfaisant. Là. Même chose pour la commercialisation, pas de vendre tout en même temps. Là. Oui. Surtout, point de vue climatique, il y a des cultures qui supportent plus la sécheresse, puis d'autres plus le tsado. Là. Je pense que. Et je ne sais pas s'il y en a bien, mais comme moi, je ne suis pas décidé encore que c'est que je sais. L'année passée, j'ai décidé qu'au mois de mai. C'est ce qu'on m'a dit à l'AGA, c'est que tu n'avais pas encore décidé ton plan de culture. D'habitude, je fais ça au mois de mai. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont comme moi, là. Oui, tu as des avantages que nous autres, on n'a pas. Oui, peut-être. En tout cas, j'espère que pour les acheteurs qui ne sont pas tous comme toi, Régent, parce que à leur place, là, je serais vraiment stressé. Tu es stressé, mais blanc, ça. Ah, oui, bonjour l'équipe. Bonjour. Oui, moi c'est James. C'est ma première fois d'assister à une pareille conférence et puis la présentation était très, 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 très bien appréciée. Merci. Oui, en fait, moi je suis en train de regarder pour le grain bio du soya ici, mais les 2 appels que j'ai déjà effectués, les résultats n'ont pas été comme très, très bons, je dirais. Je veux voir si la disponibilité du soya bio actuellement au Québec, étant donné qu'actuellement, aujourd'hui, les producteurs sont présents, je ne sais pas si il y en a qui pourraient se prononcer sur la disponibilité du soya bio. Ben, moi, je vais prendre la question au vol. C'est sûr qu'il n'y a pas une slide sur le bio, mais tu sais, je le surveille. Puis honnêtement, c'est un peu comme l'avoine là, présentement, le soya bio. Il n'est pas très intéressant. Par contre, là, on ne parle pas de prix aussi catastrophique que Régent nous a dit. Là. Donc, tu sais, l'année 2021-2022, le prix avait explosé. Les producteurs en ont profité pour. Ça fait partie de la game. Là. Il y avait moins d'importations qui étaient disponibles aux États-Unis. Donc, là, le Canada devenait de plus en plus intéressant. Et ça venait vraiment soutenir les prix. Là. Pour vous donner une idée, pour ceux qui sont en conventionnel et ne savent pas de quoi je parle, le prix de la fève aux États-Unis, là, ça tournait autour du 17-16 US le boisseau. Il est monté à 33, puis même à un certain moment 40$ US le boisseau. Donc, c'était très payant à ce moment-là de vendre du soya. Par contre, là, on le voit que le prix il diminue tranquillement. On se retrouve autour du 24$ US le boisseau là, pour le soya. Donc là, je pense que les années là, où le prix était là, mirobolant et derrière nous pour le soya bio, au Canada, je pense qu'il y a de plus en plus d'importations de soya bio. C'est sûr que c'est toujours un enjeu à savoir est-ce que ce soya-là est vraiment bio. Il faut quand même avoir confiance envers nos acheteurs, ceux qui sont accrédités. Et là, présentement, ce qui se passe, là, c'est que les États-Unis questionnent nos importations parce que le Canada exporte aux États-Unis du soya. Donc là, présentement, ce qui se passe, c'est que si tu veux exporter de la fève ou du tourteau, ben là, tu dois t'inscrire dans le système américain puis être capable de retracer toute la chaîne de soya bio. Donc là, présentement, c'est ce qui se passe là. Donc, il y a une plus grande disponibilité. Les importations sont plus abondantes qu'elles l'étaient dans l'année 2021-2022. Puis ça, c'est ce qui cause la baisse des prix. OK.
Mais concernant la disponibilité actuelle du soya bio au Québec, est-ce qu'on peut dire que oui, elle est disponible? Parce que je suis en train de regarder un peu ailleurs dans d'autres pays pour voir si je pourrais le faire rentrer ici, importer. Mais d'abord, je veux m'assurer que, OK, il n'y a pas de la disponibilité ici au Québec. Je ne sais pas si vous Ben, avez des- je pense qu'il y en a. Est-ce que le Québec est autosuffisant? Je penserais pas. Je pense qu'il y a tout le temps de la place pour l'importation. Par contre, là, tu te lances dans un grand défi parce que là, importer d'ailleurs, là, il faut s'amuser avec la paperasse, là. Donc, je veux pas te dissuader, mais t'as des gros enjeux d'équivalence et après ça, d'assurer la certification. Mais si tu es prêt à te lancer là-dedans, pourquoi pas? OK. OK. Parce que, bon, j'ai communiqué un peu aussi avec EcoCert ici. J'ai Oui. eu quelques producteurs également extérieurs du Québec aujourd'hui même. Donc, j'ai eu les numéros de certification, j'ai tout vérifié. Les certifications COR sont quand même valides, tout est en règle, mais l'idéal serait toujours de faire affaire à l'intérieur ici au Québec que d'amener de l'extérieur. Donc, c'est ce qui a poussé ma curiosité d'assister également à la rencontre pour voir s'il y aurait des producteurs bio qui auraient de la marchandise, quoi. Ben, c'est sûr qu'il y en a toujours, là. Ça, tu peux t'attendre à ce que les producteurs bio là, entre Montréal et Québec ont clairement du soya dans leur rotation. Là, ça, c'est certain. OK. OK. Est-ce que les prix vont encore augmenter? Parce qu'actuellement, j'ai vu sur le site, on est autour de 1600 Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça risque de tomber dans le 1400, 1200 facilement là, pour le soya fourragé. OK. OK. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole non plus. C'est déjà bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions? Ben, avez-vous étudié la tendance des prix de location de terre? Ça faisait-tu partie de votre mandat? Non, ça faisait pas partie de mon mandat. Puis j'avoue que je me sens un peu démuni, là, donc je pourrais pas répondre à ta question. Désolé. Pas de problème, merci. Ça, les locations, je ne suis pas ferré de dedans même, mais d'une région à l'autre, il y a des grandes différences, je pense. Puis avant de s'embarquer là-dedans, il faut déterminer quelle région. Je pense avoir ça s'appelle posons des chiffres, elle est 10 fois plus cher dans une autre région, là. Dépendant de où on vient. Merci. Puis sinon, ben, je présume que vous avez tous fait vos plans de culture, là, à part Régent, évidemment, là, qui attend le mois de mai. Ah, comment on dit ça? Je commence à resser avant de le faire. J'ai comme l'impression que cette année, ça va être plus de soya en conventionnel, tellement que le marché fourrager n'est pas tant intéressant cette année. Là. Ouais, ça, IEP, je pense qu'ils ont pris de débarque beaucoup parce que les intentions ont diminué drastiquement, là, que j'ai su, là. OK. Wow. Sur le feeling que tu as eu, toi aussi? Il me semble que j'ai eu un appel d'un producteur qui m'avait dit ça, que normalement, il y a des retours d'appel venant des acheteurs de soya UP pour ne pas le nommer. Puis là, cette année, là, il se borderait même pas pour le rappeler. OK. Ben, moi, c'est des compagnies qui m'ont dit que ça baissait pas mal, là, les intentions. Parce qu'il y en a beaucoup moins de signés pour l'automne, là. Pas des bonnes nouvelles. Ben, bonne nouvelle. C'est à cause c'est pas assez intéressant, il va falloir qu'ils remontent le prime, que le monde embarque. Écoute, ça, c'est ce qu'on entend dans tous les marchés. Hein? Ouais, Si tu veux faire du blé humain, ben, paye la prime. ben, c'est ça. Comme il y a un acheteur qui m'a dit, quand tout le monde m'appelle pour me vendre du stock, à cause je suis trop cher, je baisse mon prix, puis quand personne ne veut m'en vendre, ben, je suis pas assez cher, il faut que je monte. C'est à peu près ça. Oui, ben c'est un peu ça. Tu vas à la pêche, tu fais des cakes ventes, puis quand tu vois que ça mord trop, ben, tu fais comme ben, regarde un peu, là, je me rajuste. Oh, ouais. C'est là fait la demande.
J'aurais peut-être une toute petite dernière question pour ceux qui font partie de la relève. Est-ce qu'il existe une liste de tous les acheteurs par région ou peu importe pour les différents intrants? Est-ce que c'est quelque chose qui existe que l'UPA fournit? Les différents intrants, ça, Non, pardon. Non, une liste des acheteurs, pardon, de grains. Des différents, je parle des grains comme étant des intrants, là, mais je veux dire des acheteurs de Faut-tu comprendre derrière ça que tu es un éleveur puis tu achètes des grains? Non, mais c'est dans ce sens-là que je l'ai dit, effectivement. Je te taquine. Oui, on a fait un répertoire il y a quelques années. Là, je dois t'avouer que c'est le temps qui nous manque pour le remettre à jour, mais il y a tellement peu de mouvements d'acheteurs de grains, là, à part quelques-uns là, qui ont débarqué, là, il y en a un disponible sur notre site Internet. Là, vous allez sur pgq.ca. Il y a une espèce de banderole là, avec une barre de recherche, là, tout simplement, puis vous tapez répertoire des acheteurs. Ça devrait être le premier résultat qui vous obtient. Donc, quand je l'ai fait, c'était vraiment par grain, puis ensuite par région d'acheteurs qui nous ont dit qu'ils achetaient dans cette région-là. Puis par la suite, là, vous avez les noms des acheteurs, les régions où ils sont situés. Donc, vous êtes capable de dire, bon, ben, je vais favoriser les acheteurs de ma région, tout simplement parce que tu as les frais de transport assumés là, à un moment donné. Fait que tu regardes par là, puis tu devrais être en mesure d'en trouver. Par contre, si tu veux regarder des marchés de niche, là, j'avoue que là, ce fichier-là, il n'est pas très bon pour ça. Là. On a mis des cases pour d'autres grains, puis il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs qui ont participé là, à mettre davantage de grains. Donc, voilà. Si je peux me permettre, Emmanuel, tu aurais peut-être sur le site de la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec, tu peux aller par production tout est là avec les acheteurs certifiés par région, par production, ils sont tous là. Par production, je pense Merci. pas, mais par région, tu es là. Donc, je pourrais le mettre sur le site parce que là, la régie, là, ben, dans la conversation, devrais-je dire, parce que là, la régie, disons qu'ils ont modifié leur site Internet, puis c'est pas le plus convivial, si vous me permettez l'expression. Là. Donc, quand ça a changé, là, on s'est amusé ici à l'interne à essayer de trouver là, il était où là, nos repères. Donc là, je vous envoie la liste des titulaires de permis d'acheteurs de grains avec la localité. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas très ferré là, en village au Québec. Là, donc, des fois, j'ai besoin là, d'une MRC là, ou une région administrative pour me repérer. Là, parce que, bon, c'est Saint-Hyacinthe, ça va. Là. De toute façon, c'est même pas un village, là, mais la Durantaille, ça, j'ai aucune idée c'est où. Là. Donc, c'est dans le bout le bout de Montmagny, je pense. je te fais confiance, Régent. Il va falloir que tu prennes des voyages l'été pour apprendre la géographie du Québec. Ben écoute, dans les voyages que j'ai faits, là, je me rappelle de noms de villages un peu drôles, là, comme Gros Épée puis Gros Morne ou quelque chose comme ça, là, mais c'était pas des villages. Il y avait beaucoup d'acheteurs de grains, mettons. Là. La Durantais, c'est dans la Bellechasse, là. Régent, il a raison, là. C'est entre Lévis et Montmagny, mettons, là. Oui, c'est dans Bellechasse, plus au nord. Au sud. Bon, C'est pas trop loin de la Vin. en plus, j'ai pogné la région à Régent. Là. Ben, c'est pas ma région, mais. Ben, Rive-Nord, ça plus Chaudière-Appalaches en fait partie. Là. Ouais, mais je me suis peut-être promené plus que toi. ça, je peux te le confirmer. Mais j'ai déjà travaillé en Chaudière-Appalaches, je dis en passant. OK. Comment ça fait d'années avec nous autres, Étienne? 2015 que je suis arrivé en mai. Fait que je vais fêter mes 8 ans. Mes 8 ans dans pas long. Ah. Fait que quand Régent va semer, je vais fêter mes 8 ans. Ouais. J'espère que je vais avoir décidé que je vais semer, mais tu fais tes 8 ans. Non, je ne suis pas polyvalent parce que des fois, à cause de la température, comme l'année passée, on s'est ramassé, on a semé tard. Des fois, on change les plans de culture. On n'a pas le choix, Le métier d'agriculteur, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Prends ça comme un non. Parfait. Donc, ben, Vas-y. écoute, là-dessus, ben, merci de m'avoir accueilli, d'avoir fait une présentation, puis vraiment de répondre à vos questions sur la commercialisation des grains. C'est sûr que, bon, c'est pas évident pour tout le monde, surtout à cette période-ci de l'année. On va faire un prochain webinaire. Là. On en a discuté aujourd'hui. Je l'apprends à Hugo. Là, je vais y envoyer un courriel demain. Comme quoi qu'il y a un prochain webinaire qui va se faire, ça va être le 18 mai. Je comprends que c'est pas la période la plus facile. Vous allez être dans les semis. Par contre, comme je l'ai dit dans la présentation, il y a un rapport qui est un incontournable qui est le 12 mai. C'est celui de la première offre et demande de grains pour 2023-2024. Puis ce rapport-là, vraiment, ça détermine le reste de la tendance du marché pour le reste de l'année. Donc, c'est de là qu'on part. Puis à partir de là, ben là, c'est là qu'on évalue. Donc là, ça va être un rapport qui va être particulièrement intéressant, surtout que là, on va avoir un bon impact de la guerre en Ukraine sur la production ukrainienne. Donc, ça va être à